Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, amis, arrêtez-vous ici. Allez d'abord le regarder pour comprendre toute la suite des événements. Si vous l'avez déjà visionné, vous pouvez vous préparer. Le samouraï légendaire a quitté son repos. Le combat le plus attendu de toute la série va commencer. Cet épisode est légendaire à tout point de vue. Il n'y a pas eu d'affrontement aussi intense depuis le début de l'histoire. Faites votre prière sur le prophète, que la meilleure prière et la paix soient sur lui. Et maintenant, on commence. On va changer complètement de décor pour ce nouvel épisode. On se rend directement dans la rue pour observer cette rencontre de haut niveau entre deux monstres de puissance. La conversation prend rapidement un tournant tendu. Yujiro regarde droit Hanma et lui demande « Es-tu vraiment venu jusqu'ici juste pour bavarder sans rien dire d'autre ?» Hanma comprend immédiatement que Yujiro n'a pas l'intention de perdre du temps en discussions inutiles. Il explique que se lancer dans le combat immédiatement, c'est un acte brutal. Ce n'est pas la façon d'agir des hommes qui se respectent. C'est pour ça qu'il voulait préparer le terrain, poser les mots, avant d'aborder le sujet qui les réunit ici. Soudain, un petit enfant s'approche, les doigts serrés sur la photo qu'il tient. Avec toute son innocence, il demande un autographe à Yujiro. Tous les spectateurs autour retiennent leur souffle. Tout le monde s'attend à ce que Yujiro réduise l'enfant en morceaux, d'un seul mouvement. Mais Yujiro surprend tout le monde d'une façon terrifiante. Il crie après l'enfant, annonce qu'ils sont occupés, il casse la photo que l'enfant tient d'un seul coup de doigt. L'enfant reste figé une seconde, complètement abasourdi par cette réaction. Il s'enfuit en courant, les joues déjà remplies de larmes. Tout le monde croit que Hanma va condamner ce geste brutal. Mais Hanma sourit, et il dit à Yujiro qu'il est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Cet enfant retiendra ce moment bien plus qu'un simple autographe classique qu'il aurait oublié dans une semaine. Maintenant, plus rien ne retient les deux combattants. Le combat va commencer. Yujiro fait un pas en avant, et il demande à Hanma de porter le premier coup. Il veut que l'affrontement soit complètement équitable, pas de passe-droit pour aucun des deux. Hanma est un monstre né avec une force naturelle hors du commun. Il n'a jamais eu besoin de s'entraîner pour gagner. Il considère même l'entraînement comme une forme de triche, un artifice, pour les combattants qui n'ont pas de puissance innée. Il commence à concentrer toute l'énergie de son corps dans un seul point. Ses muscles se contractent progressivement, chaque fibre tendue comme une corde d'arc prête à lâcher. L'air autour de lui semble se comprimer, et un vent léger se lève du sol sous ses pieds. Il lance son coup. Ce n'est pas un coup de boxe classique. C'est comme un lancer de balle de baseball chargé de tout le poids de son corps, toute son énergie relâchée d'un seul coup. Le coup frappe directement le visage de Yujiro. Le bruit du choc ressemble à une explosion sourde qui résonne dans toute la rue. Tous les spectateurs retiennent leur souffle. Tout le monde s'attend à voir la tête de Yujiro voler de ses épaules, tomber par terre dans un bain de sang. Mais ce qui se passe ensuite glace le sang de tous ceux qui regardent. Yujiro ne bouge pas d'un pouce. Il reste complètement immobile sur place. Et sur ses lèvres, un sourire diabolique se dessine lentement. On quitte la rue où le combat vient de commencer. On retourne au laboratoire, où le moment décisif est enfin arrivé. Sekai se tient devant le clone. Elle commence à invoquer l'esprit du légendaire Musashi Miyamoto. D'abord, un changement imperceptible se produit. Les yeux du clone commencent à briller d'un éclat de plus en plus intense. La lumière perce les vitres de protection et éclaire le visage des scientifiques qui observent derrière la vitre. Ses mains se positionnent lentement. Elles prennent une posture de combat professionnel, prêtes à répondre à n'importe quelle attaque en une fraction de seconde. Les scientifiques baissent les yeux vers leurs appareils de mesure. L'aiguille du pouls cérébral commence à monter en flèche. Elle dépasse toutes les limites prévues et tremble sur le cadran, prête à casser. Tous les chercheurs retiennent leur souffle. Ils n'osent pas bouger, de peur de rompre le processus d'invocation. Soudain, le miracle se produit sous leurs yeux. Les cicatrices et les blessures des combats anciens de Musashi commencent à apparaître sur la peau du clone. Elles se dessinent une par une, comme si l'encre coulait d'elle-même sur la surface. Chaque marque correspond à une blessure reçue il y a 400 ans. Sekai pousse un cri puissant, qui résonne dans toute la pièce du laboratoire. On sent l'esprit de Musashi qui s'installe peu à peu, qui prend possession de ce nouveau corps. Le processus d'invocation est presque terminé. Musashi ouvre les yeux. Il se lève lentement, toute sa dignité guerrière qui émane de son nouveau corps. Il saisit Sekai d'une seule main et la jette d'un coup sec vers le groupe des scientifiques. Il regarde les chercheurs avec flegme et leur annonce qu'il ne prendra pas leur vie, à condition qu'ils répondent à toutes ces questions. Musashi pose des questions pendant 2 heures. Il veut savoir quelle époque nous sommes, où ils se trouvent, qui sont les personnes qui l'ont invoqué et pourquoi elles l'ont fait sortir de son repos. Tokugawa s'avance et avec tout le respect qu'il doit aux guerriers légendaires, il lui explique qu'on ne lui demande absolument rien. Tout ce qu'on vous demande, maître, c'est de rester vous-même, le plus grand guerrier que l'histoire a jamais porté. Tokugawa lui avoue qu'il veut juste le voir combattre. Musashi lui répond que son état actuel de décomposition ne lui permet pas de tenir un affrontement. Les scientifiques lui apportent un vêtement taillé spécialement pour lui. Pendant ce temps, Tokugawa emmène Musashi hors du laboratoire. Il a compris que le guerrier se sent perdu face au monde moderne et aux bâtiments qui touchent les nuages. Il le conduit vers un lieu historique, une ancienne arène de combat, gardée intacte depuis des siècles. Sabo plante ses pieds dans le sable de l'arène. Il regarde Musashi droit dans les yeux et une angoisse terrible commence à monter dans tout son corps. Il demande avec force quelle est l'identité de cet homme. Tokugawa lui rappelle l'accord passé. Cette question ne vient qu'après la fin du combat. Soudain, Sabo rejette la tête en arrière et déclare franchement qu'il ne peut pas accepter ce combat. Il explique que même s'il a vieilli, il ne veut pas risquer sa vie pour rien. Dès que son pied a pénétré dans l'arène, il a reçu 7 coups coup sur coup. Et Musashi
n'a pas bougé d'un pouce. Le premier coup était un Hashimanji, qui l'a coupé en deux depuis la tête jusqu'au bas du corps. Le deuxième l'a touché au cou, le troisième à l'épaule, coupant tout le membre en un éclair. Le quatrième a séparé son corps en deux depuis le milieu. Le cinquième l'a frappé en plein cœur. Le sixième était un coup oblique horizontal qui traversait toute sa poitrine. Le septième et dernier coup l'a touché à la poitrine et à l'épaule, en portant ses deux bras. Sabo tremble de tout son corps, imprégné de la terreur absolue qu'il a ressentie. Musashi sourit avec dignité et le remercie. Son absence de résistance a rendu la victoire très facile. Sabo devient fou de rage face à ces mots. Il affirme avoir utilisé toutes ses forces dans sa tête pour se défendre. Tokugawa demande avec étonnement comment Musashi a pu le couper alors qu'il ne tenait même pas d'épée. C'est là que Musashi éclate de rire. « Et vous pensiez vraiment qu'il faut une épée pour couper ?» Il demande à prendre les épées de Sabo. Il les saisit, les sort de leur fourreau et les regarde attentivement. Il remarque que les deux épées ont la même longueur, ce qui n'est pas la norme pour un guerrier. Sabo ramasse les morceaux de ses épées cassées. Il marmonne des insultes et s'en va, les épaules tremblantes de colère et de terreur. On retourne ensuite vers Baki Hanma, qui est assis dans la salle attenante à l'arène. Il écoute Tokugawa raconter le combat entre Yujiro et l'autre Hanma et rit à gorge déployée. Baki fait l'éloge de Hanma. Il savait que rien d'autre qu'un combat contre son propre père ne pourrait défaire son ennui. Tokugawa continue son récit. Il raconte que Yujiro a dit que les cellules de Hanma se contractaient de peur, et que Hanma n'en était même pas conscient. On voit l'image enregistrée par la caméra. Hanma, qui pèse plus de 160 kg, est projeté à travers le mur du magasin. Il détruit les étagères de bois comme si c'était du papier fin, après un seul coup de poing de Yujiro. Soudain, Baki arrête de rire. Une sensation lourde et glacée lui serre la poitrine. Elle vient de la porte fermée à côté de lui. Il demande à Tokugawa qui se trouve derrière cette porte. Il dit qu'il ne peut pas se tromper sur ce sentiment de danger. C'est bien la présence de quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Soudain, la porte s'ouvre lentement. Musashi apparaît, les pas silencieux, juste derrière Baki. Baki réagit en une fraction de seconde. Il se tourne et lance une attaque immédiate vers l'intrus. Mais avant que son poing ne touche la cible, il sent une douleur violente qui lui tranche les deux jambes. Musashi sourit et taquine Baki. « Tu es donc un ninja, puisque tu as pu me sentir arriver avant que je ne fasse un pas. » Baki parle à voix haute, les yeux écarquillés d'étonnement. Il essaye d'assimiler que l'homme devant lui est bien Musashi Miyamoto. Tokugawa entre dans la salle et confirme l'information. Baki n'a pas besoin de preuves. Il sent la puissance de Musashi dans chaque atome de son corps. Soudain, Baki prend une position de défense rapide. Musashi le félicite. Il a pu éviter l'attaque imaginaire que j'ai lancée dans ton esprit. Ensuite, Musashi propose qu'il sorte pour continuer l'affrontement à l'extérieur, dans l'arène. Là-bas, Musashi demande à Baki s'il compte combattre à main nue. Il explique que quand un combattant atteint son niveau, son propre corps devient une lame. Il n'a plus besoin d'épée de métal. Il dessine une épée imaginaire avec le mouvement de ses mains. Baki comprend immédiatement qu'il est face à un niveau de puissance qu'il n'avait jamais imaginé exister. Malgré les avertissements de Tokugawa qui lui demande d'attendre, Baki décide de lancer son attaque immédiatement. Il se souvient de la leçon de son père Yujiro. Le jab ultra direct est la seule attaque qu'un adversaire préparé ne peut pas éviter. Il démarre comme un éclair. Musashi commence à analyser ce qui s'est passé. Il a bien senti la présence de Baki avant l'attaque, mais l'aura de Baki est si forte qu'elle l'a déstabilisé. Il a senti son visage avant que le coup n'arrive. Il explique la sensation étrange qu'il a saisie. Le sol a commencé à pencher sous ses pieds, comme si toute la partie nord du sol se soulevait d'un coup. Dès qu'il a essayé de parer le coup, son corps a perdu conscience pendant quelques secondes. Il n'a pas pu réagir. Musashi se présente officiellement à Baki. Baki lui répond avec tout le respect nécessaire. Mais Musashi change soudain de ton. Il l'avertit que dès maintenant, il ne va plus lui faire de cadeaux. Il dévoile sa véritable technique légendaire, l'école Niten Ichiryu, qui utilise deux lames à la fois. Il révèle aussi son secret le mieux gardé, la théorie de la demi-seconde. La conscience humaine arrive toujours une demi-seconde trop tard par rapport au signal envoyé par le cerveau. L'homme croit décider de bouger lui-même, mais le cerveau a déjà envoyé l'ordre une demi-seconde avant. Musashi est le seul qui arrive à capter ce signal avant que l'adversaire ne s'en rende compte. Il peut donc parer n'importe quelle attaque, même plus rapide que la lumière. Il part l'attaque de Baki en une fraction de seconde. Soudain, Baki sent des douleurs violentes qui lui coupent tous les membres. Il tombe à genoux et crie de souffrance. C'est la lame imaginaire de Musashi qui l'a touché. Musashi rit avec dignité. Il dit qu'il est très impressionné. Baki a réussi à lancer une contre-attaque malgré la pression terrible. Mais il a encore envie de profiter du monde nouveau qui s'offre à lui. Il s'éloigne de l'arène et sort explorer les rues. On suit Musashi qui marche dans les rues de Shibuya. Il découvre le monde moderne à travers ses yeux. Les écrans géants qui bougent sans arrêt, et personne ne semble s'en étonner. Les bâtiments qui montent jusqu'au ciel et défient toute logique connue. Il est abasourdi quand il voit le train qui roule à la vitesse de l'éclair, plus rapide que n'importe quel cheval qu'il a vu dans sa vie. Il n'arrive pas à comprendre comment les hommes ont fait tous ces progrès en seulement 400 ans. Soudain, Musashi commence à se sentir embarrassé. Il marche pieds nus sur le sol froid et dur de la ville. Il essaye de se calmer. Un vrai combattant ne doit pas être déstabilisé par un détail comme ça. Deux policiers s'approchent de lui lentement. Ils lui demandent ses papiers d'identité. Musashi les regarde avec étonnement. Il croit qu'il lui demande une lettre de recommandation pour un seigneur. Quand il lui demande son nom et sa date de naissance, il répond avec toute sa dignité « Je m'appelle Musashi Miyamoto.
né la 12e année de l'ère Tenwa. Les policiers pensent immédiatement qu'il est sous l'emprise de stupéfiants. Musashi est surpris par ce mot qui n'existait pas à son époque. La situation s'envenime très vite. Musashi maîtrise les deux policiers en moins d'une seconde. Il les frappe avec des mouvements rapides, sans les tuer, et les laisse assommer sur le trottoir. On retourne enfin vers l'arène. Baki est assis seul sur le sol de pierre. Il serre les poings et reste immobile. Il réfléchit en silence à tout ce qui vient de se passer.